Nous arrivons à la dernière partie de cette émission, celle consacrée à l'interview. Nous allons revenir donc sur cette tournée des pays du Golfe du président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour cela, nous avons rejoint par téléphone Dr Ahmed Lessinan, professeur des relations internationales. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, cette tournée du Golfe, nous savons qu'elle est très importante, mais quel est son objectif ? C'est clair que ça vient dans le contexte d'alignement juste avant la visite du président américain pour le Moyen-Orient. On sait tous que le contexte mondial est en train de changer très rapidement. Maintenant, à cause de la guerre entre... c'est normalement ce qu'on voit, c'est entre l'Ukraine et la Russie, mais la vérité, c'est plus ou moins entre le NATO et le bloc Est, parce qu'aussi il y a une dimension chinoise qui on ne peut pas négliger. Donc, l'intérêt et le focus, et ça c'est quelque chose qui a été annoncé par l'administration américaine présente, qui était sur le Moyen-Orient, a été diminué avec l'arrivée des démocrates à la Maison-Blanche. Et là, il y a un changement de direction. Et là, c'est la première fois que le président de cette administration va visiter le Moyen-Orient. Et notamment, il va avoir des réunions avec tous les présidents et les rois arabes en Arabie Saoudite. Si je ne me trompe pas, la date c'est le 16 juillet prochain. Et la visite du président Sisi vient dans le contexte d'alignement et que s'assurer qu'on est tous sur la même page avec une position unifiée quand on rentre là, dans des discussions que je pense vont être historiques avec le président américain. Alors, ce que vous venez de dire, en fait, c'est que cette tournée dans les pays du Golfe est une continuité, elle complète les visites que le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçues déjà au Caire. Absolument, c'est ça. On a été visité par l'Arabie Saoudite, les Émirats. L'Arabie Saoudite et le Qatar juste avant. Et la Jordanie. Et là, c'est la continuation pour fermer la boucle complètement en 360 degrés avec les deux autres pays ou les pays qui restent. Donc là, il y a un nouveau genre de diplomatie arabe où vraiment les leaders sont en train de unifier leur position et négocier une position unique, alignée entre eux. Et je pense que c'est très important dans ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Alors c'est vrai que cette unité arabe est demandée plus que jamais puisque les défis régionaux sont nombreux également. On voit que la montée des violences ne cesse en Cisjordanie occupée par exemple. Et c'est vrai que cette visite du président américain est importante pour voir que les pays arabes sont solidaires et soudés et ont les mêmes positions. Si j'ose ajouter, les pays arabes qui restent qui restent debout, si vous voulez, qui restent fonctionnels. Parce que, oui, le problème de la Cisjordanie, c'est depuis 1948, ça monte et ça baisse. Mais ce qui est de nouveau, c'est la situation en Syrie, c'est la situation en Libye, ce qui est en train de se passer à Yémen. Même au Liban aussi, ça ne se passe pas très bien là-bas. Et en Syrie, bien évidemment. Excusez? Et en Syrie, bien évidemment. Oui, oui. En Syrie, j'ai mentionné pour la première pays. Mais donc, le Moyen-Orient ou les pays arabes ne sont pas ce qu'ils étaient il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une situation tout à fait nouvelle pour la première fois et les pays restants sont ce que les Américains appellent les alliances modérées, notamment l'Égypte et l'Arabie. Et là, c'est très important que tout le monde a la même position. Parce que vraiment,
Si on l'aime ou on ne l'aime pas, on a le même destin. On ne va pas partir dans des directions différentes. Ça ne va jamais finir par des directions différentes pour chaque pays. Donc, c'est dans l'intérêt de tous les pays, même si on a quelques différences, comme ce qu'on avait avec Qatar, par exemple, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on ait une position unifiée parce que ça va finir dans le même endroit pour tout le monde. On a l'expérience dans ça, on l'a vu à travers l'histoire moderne, avec l'Irak notamment, et ensuite avec le printemps arabe. C'est vrai que l'unité arabe est primordiale. Absolument. Et l'unité, c'est pas comme l'unité des années 60 avec des grands slogans. Mais la diplomatie ou la politique est devenue plus pragmatique ces jours-ci. Donc, c'est une unité qui est très claire. La pression que l'Arabie a subie, notamment par les démocrates, lors du choix de Khashoggi, que comme le président précédent de l'Amérique a dit que l'Amérique a fait des choses pareilles des centaines de fois. Il a dit ça sur la télé, ouvertement devant tout le monde. Donc, exagérer les choses pour mettre le plus important pays, un des deux plus importants pays sous cette pression énorme, on ne peut pas laisser l'Arabie toute seule et l'Arabie ne va jamais laisser l'Égypte toute seule parce qu'on est enchaîné dans la même chaîne. On va avoir le même destin. L'un ne peut pas réussir sans l'autre. Donc c'est dans Et on a de vrais intérêts communs. Excusez? Je vous disais qu'on a de vrais intérêts communs en plus. Ah, absolument. Donc, c'est bien qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. L'importance est beaucoup plus importante que le président, si seulement est en train de faire une visite. C'est une visite avec un but stratégique pour l'alignement et avoir une position unifiée entre les pays alliances arabes. Alors, hormis cette vision ou cet intérêt politique que nous venons de développer ensemble, il y a aussi une vision économique qui se met en place, puisque lors des différentes visites, que ce soit avec le Qatar, l'Arabie Saoudite ou même à Oman hier et avec le Bahreïn, nous avons des accords économiques importants qui se font, nous avons des investissements qui se font entre les deux pays, et je pense que avoir une base solide économique est très importante également. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a dévoilé des choses que pas mal, disons, de nos confrères arabes ne pensaient pas que ça a été possible. La nationalisation de pas mal des biens russes, parce qu'il y a un désagrément d'opinion ou désagrément entre, je ne sais pas, l'Angleterre ou l'Allemagne ou la France avec la Russie, ils ont décidé de saisir les biens de la Russie et des gens qui sont russes, même des individuels privés. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on doit toujours garder en tête qu'il y avait des milliards et des milliards de dollars investis par les pays du Golfe, en Europe et en Amérique du Nord, juste après l'invasion de l'Irak à Koweït en 91. Parce qu'ils ont pensé qu'on a besoin d'un endroit qui est stable, mais que chose se passe, Iran fait quelque chose, la Turquie ou quelque chose comme ça, on a nos investissements et les biens qui sont gardés, ils sont sains et saufs en Europe. Et là, ce qu'ils sont en train de, tout le monde est en train de voir que c'est pas aussi sain et sauf comme ils pensaient. Les lois et les bons slogans qu'on entendait pour toujours, qui venaient de la part de l'Europe, soudainement, il y a un désaccord politique, ils disparaissent. Okay. Et maintenant, il y a la nationalisation des biens russes et même des Russes. Même le mec qui avait l'équipe de football, ils l'ont forcé de vendre l'équipe de football seulement parce qu'il est russe. Okay. Ça peut se passer avec l'Arabie Saoudite. Ça peut se passer demain avec les Qatariens.
Et ça peut se passer demain avec les Omaniens ou le Bahreïnien. On n'aime pas quelque chose ou on ne pense pas que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez quoi? On va saisir votre argent. L'argent saisi pour la part de la Russie, si je ne me trompe pas, c'est 340 milliards de dollars. Vous imaginez les chiffres. Et là, je pense que les investisseurs arabes ont arrivé à la conclusion que peut-être c'est pas l'endroit le plus comment dire, sincère pour garder leur argent et leur investissement et leurs biens là-bas. Et là, l'Égypte, comme un marché, comme le plus grand pays arabe, devient en top de la liste. Donc, c'est là qu'on est en train de voir tous ces agréments qui sont en train d'être signés entre l'Égypte et mal des pays du Golfe. Et c'est vrai l'Égypte a bien su. Et c'est vrai que la situation ou le paysage économique actuel dans le monde nous fait dire qu'il est important de multiplier les alliances. Et étant donné que cette alliance arabe est historiquement très importante et de base solide, c'est vrai qu'il est important aujourd'hui de fortifier les liens et d'investir dans les pays arabes. Tout à fait. Et aussi, je pense, on dit toujours que de chaque crise, il sort plusieurs opportunités. Et on apprend pas mal de leçons. On est en train d'apprendre que les investissements qu'on avait, ce qu'on appelle l'argent chaud, ça veut dire que c'est rien que de l'argent en devise qui sont déposés en Égypte parce qu'on est en train d'offrir un taux d'intérêt qui est assez élevé mondialement. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est durable, c'est pas vraiment quelque chose ou une bonne façon pour améliorer l'économie égyptienne. Oui, peut-être pour la forme, on a un grand chiffre dans les comptes de devises dans la banque centrale, mais dès qu'il y a un changement ailleurs, et c'est pour ça qu'on l'appelle de l'argent chaud, on voit que cet argent sont reprises et ils quittent le pays. On a vu 20 milliards de dollars, qui est presque la moitié de montant qu'on avait dans la Banque centrale, qu'ils ont quitté l'Égypte dans les premiers mois de 2022. Donc là, c'est une leçon que je pense qu'on est en train d'apprendre, que notre stratégie doit être une stratégie pour un long terme, doit être une stratégie qui vraiment a en racine l'idée d'investissement en vrai. C'est pas une question que quelqu'un vient déposer beaucoup d'argent et on va être heureux parce qu'on a de vie chez nous. Ça marche plus comme ça. Et je pense que c'est une leçon, c'est dur, parce que maintenant on est en train de subir les conséquences et je pense qu'il va y avoir encore pas mal de pression sur la devise égyptienne qui peut-être ils vont vouloir une autre dévaluation, peut-être pas assez grave comme celle de 2016, mais je pense, et moi je parle économiquement, il y a une dimension sociale, et ça reste une décision politique dont le président et l'administration. Moi je parle seulement et uniquement d'un point de vue économique. Économie, des chiffres. Je pense que on va devoir avoir une autre dévaluation. Ça, c'est mon analyse. Ça peut être. Je pense que économiquement, c'est pas compliqué, c'est très clair. Mais je pense aussi que l'administration présente et le président Sisi, il regarde toujours la dimension sociale pour la pression de la population, surtout les groupes sociaux qui sont en base du pyramide. Donc peut-être là, il va accepter de prolonger une décision pareille. Mais économiquement parlé, de point de vue chiffre, on doit le faire. Très bien, docteur Ahmed El-Lessi Nansif, professeur des relations internationales. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Malheureusement, nous venons au terme de notre émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.